Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure du décryptage. Avec plus de 2500 entreprises en Afrique et un chiffre du commerce bilatéral ayant dépassé la barre des 200 milliards entre 2013 et 2014, la Chine fait plus que faire les yeux doux à l'Afrique. Mais voilà, la présence chinoise n'est pas que le produit d'une mondialisation heureuse d'un continent à la traîne, elle est la source de bien de maux comme l'aventurisme entrepreneurial, l'accaparement de terres pour la production agricole, une profusion de travailleurs de chantier, de vendeurs à la sauvette qui font une concurrence loyale aux vendeurs locaux en proposant des produits bas de gamme à vil prix. L'Afrique doit-elle s'inspirer ou se méfier de cette convoitise chinoise? Pour voir plus clair, nous recevons un observateur avisé de la mondialisation à rythme accéléré du continent noir. Freddy Nkurukiye est chef de mission au Centre pour le dialogue humanitaire. Il est économiste de formation. Merci à vous, cher Freddy Nkurukiye, d'accepter notre invitation de participer à Décryptage. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, ça fait 2 ans que la croissance chinoise marque le pas. En 2015, on estimait le taux de croissance chinois à 6%. Est-ce qu'après ces déboires-là, la Chine reste toujours un modèle à copier pour les Africains? Parce que pendant longtemps, nous avons cru que voilà, c'est la panacée, c'est ce qu'il faut copier. Je ne sais pas si on arrivera à copier l'as de la copie, qu'est la Chine. Vous savez que la Chine, pendant justement un moment, a eu cette réputation, s'est fait cette réputation de savoir copier les autres. Et souvent pour offrir une qualité de moindre importance. Je pense que si on veut être négatif sur le tableau, vous savez, il y a un certain nombre d'analystes qui disent même que la croissance serait autour de 4% et demi. Donc qu'en réalité, la Chine, qui a le don de publier des statistiques dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année, cette précipitation cacherait probablement un arrangement sur les chiffres. Je n'ose pas utiliser le mot qui a coûté son poste à Madame Dilma Rousseff au Brésil, quand elle est accusée de maquillage des comptes publics. Donc, pour certains, ils disent que, justement, la Chine serait bien en deçà de ce qui est annoncé. Donc, je pense que la Chine elle-même, il ne faut pas avoir honte de copier les bons exemples. Alors, la Chine est un bon exemple à copier? Non, je pense qu'à un moment, si justement tous les yeux se sont tournés vers la Chine, c'est qu'à un moment, le modèle chinois a séduit. Pourquoi a-t-il séduit? C'est ça qu'il faut chercher. Vous parliez tout à l'heure de contrefaçon. Est-ce que la contrefaçon avec la Chine serait devenue une vertu? Habituellement, c'est un vice. Non, je dis justement cela, mais je nuançais en disant que cela n'est pas que mauvais. Quand il faut copier, ça veut dire prendre exemple sur ce qui est bon et naturellement ne pas prendre ces mauvais exemples dans la copie. Mais il faut reconnaître que tous ceux qui se sont développés, tous ces pays qui se sont développés, vous savez, tout ce programme japonais en 1954, c'était envoyer les étudiants à l'école occidentale pour voir comment ça se faisait, comment les pays européens s'en sortaient. Ils sont rentrés chez eux, ils ont essayé d'améliorer ce qu'ils ont vu. La Chine aussi, c'est à un moment, sous Deng Xiaoping, lorsqu'il a fallu remodeler la gouvernance chinoise, l'économie de marché. Du communisme dogmatique. Non, le système politique est resté communiste. Oui, ils ont seulement ouvert le système économique, une économie de marché mixte, une économie mixte parce que ce sont des sociétés d'État pour la plupart qui viennent en Afrique. Et là, maintenant, on a vu que la Chine a bondi et ce qui était intéressant, c'était de savoir ce qu'il y avait derrière. Est-ce que c'était le seul fait que le marché était immense ou il y a une ingénierie derrière qui a fait que quand même le modèle marche? Alors, quelle est votre opinion sur le sujet? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a quand même une ingénierie. Personne ne met en doute la capacité de travail des Chinois. Personne ne met en doute l'ingéniosité chinoise et aussi l'immense potentiel de ce marché d'un milliard d'individus. Tout à l'heure, vous mettiez le doigt sur le probable maquillage des comptes publics pour soigner les chiffres de la croissance. Mais est-ce que, par exemple, le fait que la Chine maintienne artificiellement le yuan, sa monnaie, très bas,
et que les salaires... Ça n'a rien à voir. Je soulignais que pour certains analystes, le chiffre de 6% de croissance dénotait peut-être que dans les 3 mois qui suivaient la fin de l'année, c'était trop tôt pour donner des chiffres définitifs. Alors je disais, les plus négatifs peuvent penser, disent qu'il y aurait un arrangement. Donc ça, c'est en fait. Deuxièmement, sur la question de la monnaie. Lorsque vous êtes sur la monnaie et également sur les bas salaires. Lorsque vous avez une économie qui produit et qui produit avec de la valeur ajoutée, pas les matières premières non transformées, parce que ça n'apporte rien en termes de valeur ajoutée sur l'économie. Avoir une monnaie faible offre un avantage à l'exportation, puisque vos exportations coûtent moins cher. Mais il faut que ce soit suffisamment important en termes d'importation pour que ça puisse compenser suffisamment vos importations qui vont vous coûter cher. Donc je pense qu'aujourd'hui... Donc il faut que la balance commerciale soit toujours excédentaire. La Chine, vous pouvez l'avoir déficitaire lorsque vous savez qu'à un moment ça va revenir. Mais lorsqu'elle le devient de manière chronique, ça devient un problème. Donc sur ce qui est de la Chine, elle a encore la capacité de maintenir une balance excédentaire, de se permettre une monnaie faible, parce qu'un des problèmes de la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle est en surcapacité. À un moment, il a produit à plein régime et il y a énormément d'excédents dont elle doit se débarrasser. Donc c'est pour ça qu'elle essaie de s'en débarrasser, de les mettre sur le marché international avec tous les moyens possibles. Ça veut dire en baissant les prix et en maintenant une monnaie faible. Alors ça va inonder le marché pendant un moment. Alors sur la question des bas salaires, ce n'est plus le cas pour le cas dans le contexte chinois. Mais on n'est pas sur les standards occidentaux, vu que l'élève est en train de dépasser le maître. Le problème n'est pas d'être sur les standards occidentaux, c'est d'être sur un standard qui permet à un pays d'avoir de bons indicateurs de développement. Alors, je disais que les salaires ne sont pas si bas. L'indice humain n'est pas important. Non, l'indice de développement. Ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses, ça n'a rien à voir avec la monnaie. On est en train nous parlions des salaires. On est en train de parler des salaires et de la monnaie, n'est-ce pas? Oui, on a déjà évacué la question de la monnaie. Non, attendez. D'accord, allez-y. Ne confondez pas les choses, n'allez pas trop vite. Les salaires, je vous disais que les salaires, dans une comparaison, vous comparez les salaires de la Chine à quoi? À ceux des États-Unis? Aujourd'hui, le salaire dans l'industrie chinoise est de 67% celui des États-Unis. Alors, quand vous comparez les niveaux de vie dans ces pays, les salaires chinois deviennent élevés. Et cela pourquoi? Parce que justement, la population est en train de vieillir. Il y a de moins en moins de populations actives qui arrivent sur le marché. Et en réponse, un certain nombre de patrons dans l'industrie, dans les services, dans le secteur de la production, sont à peu près obligés d'avoir des salaires élevés pour attirer les meilleurs de ceux qui arrivent sur le marché. Mais aussi, il faut prendre en compte que un des éléments qui est consécutif à une bonne marche de l'économie, c'est que le niveau de vie augmentant, il y a de l'autre côté les salaires qui prennent un peu l'ascenseur. Alors, il y a eu une hausse globale des salaires dans le contexte chinois. Maintenant, si vous comparez avec le monde occidental, c'est autre chose. Mais on évalue d'abord le comportement de l'économie chinoise par rapport aux variables internes. La Chine, c'est un parti communiste, un PC chinois très puissant. En tout cas, la Chine politique, c'est ça. L'économie, vous venez de l'expliquer brillamment, c'est un capitalisme dirigé, un capitalisme maîtrisé par ce parti communiste-là. Est-ce que miser sur l'économie et laisser un peu à la traîne la démocratie, ce serait la recette idéale pour les Africains, par exemple? Non, moi je n'entre pas dans des débats biaisés comme ça. Le problème n'est pas ça. Ne comparez pas la Chine à l'Afrique. Ne comparez pas la Chine aux pays africains dans leur spécificité. Oui, mais pendant longtemps, on a laissé filer l'idée sur le continent que la démocratie devait nous amener au développement. Est-ce que vous pensez que cet enchaînement-là est le bon? Je ne suis pas dans cette logique.
Il faut toujours savoir que d'abord, la Chine a fait un choix. La politique économique d'un pays est dictée par les choix politiques. Je fais juste un exemple. Dans les pays africains, il y en a un dont la compagnie aérienne est la plus performante. Éthiopienne. C'est Ethiopian Airlines. Et on sait que ce pays a traversé des moments de communisme violent même, notamment sous le président Mengistu. Mais ils n'ont jamais touché à la compagnie éthiopienne. La compagnie éthiopienne qui a été créée avec un partenariat américain. C'est pour ça que les avions d'Ethiopian sont essentiellement de Boeing. Et vous comprenez qu'ils ont fait un choix politique de laisser ce secteur être librement géré. Là, je voulais juste dire, la politique économique d'un pays dépend des choix politiques. Et les choix politiques sont guidés notamment par un certain nombre d'impératifs. Et là, Alors, je voulais juste vous dire qu'il faut jamais prendre des raccourcis en termes de construction des systèmes politiques ou économiques. Il y a une balance toujours à faire entre la manière d'ouvrir les libertés et la manière de conduire l'économie. Il n'y a ni contradiction ni évidence entre les deux. Ce qui est clair, c'est que d'un côté, il est absolument indispensable qu'un système ouvert permet toujours l'épanouissement et l'expression des énergies. Ça libère les énergies la libre entreprise créatrices. Il est tout aussi clair que le meilleur indicateur de développement ou les meilleures performances en termes de développement proviennent de ces pays qui, à un moment, se sont davantage tournés vers la culture locale pour que la machine de développement soit de la meilleure manière partagée par tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas tranchants, ne soyez pas tranchés, il y a plutôt une balance à mettre. Je ne suis pas... Donc, je ne réponds pas à cette question de cette manière, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que des systèmes fermés, des systèmes répressifs soient ceux qui permettent à ces énergies de développement de se libérer. Donc, prospérité sans démocratie est dans certaines circonstances mieux que démocratie dans la paupérisation. Vous avez vu les performances de la Tunisie sous Ben Ali. Qu'est-ce qu'il avait réussi de mieux? C'était notamment l'éducation. Et ces jeunes éduqués, par millions, à un moment lui ont demandé des comptes. En quels termes? Ce qui s'est passé et qui a conduit à la chute de Ben Ali, c'est que des jeunes qui ont été à l'école, qui demandaient du travail, n'en trouvaient pas. Et celui qui avait voulu justement subvenir à ses besoins, au lieu d'être en délinquant en vendant des fruits, il s'est fait tabasser par un policier. Mohamed Bouazizi. C'était la poudre au feu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, de toutes les manières, à un moment, les demandes sont telles que le politique ne peut pas y échapper. Il lui revient d'anticiper le mouvement. Monsieur Nkouroukié, le modèle économique chinois dont vous vantez tout à l'heure du tout, je n'en ai pas vanté les mérites. Je n'en ai pas vanté les mérites. Est-ce que ce système-là est transposable dans nos pays africains? Pourquoi vous voulez transposer ce... J'ai dit au début de l'émission, prenez le meilleur, prenons le meilleur de ce que nous trouvons là. C'est quoi le meilleur? Le meilleur, c'est notamment l'acharnement au travail. Le meilleur, ce sont des valeurs qu'on pourrait promouvoir sur le continent alors. Donc ne me parlez pas de transposer un modèle chinois en Afrique. Nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas le même mode de vie, nous ne pouvons pas... Ça s'observe sur les chantiers où les Chinois, les ouvriers chinois rencontrent les ouvriers africains. C'est pas la même culture, ça c'est clair. Mais absolument. Donc vous ne pouvez pas alors transposer ce modèle-là. Mais vous pouvez en prendre le meilleur que vous trouvez sur un certain nombre de vertus pour essayer justement d'inspirer davantage ceux qui, dans les pays africains, veulent s'y mettre. La doctrine économique chinoise en Afrique, c'est le gagnant-gagnant. Aujourd'hui, vu l'état de nos relations, des relations sino-africaines, est-ce que vous pensez que les Africains sont gagnants? Ou c'est juste un marché de dupes? Non, ça dépend de quels Africains vous parlez. L'Afrique du Sud est en meilleure position de négocier les termes de ses échanges
avec la Chine. L'Afrique du Sud, naturellement, fait partie des BRICS avec la Chine. Écoutez, vous pouvez mettre le Nigeria. Mais le Nigeria est bien plus puissant. Il se débat avec l'Afrique du Sud pour avoir la place de première économie. Mais les chiffres sont tombés hier, je crois, et l'Égypte est passée devant l'Afrique du Sud. Oui, exactement. Donc l'Afrique du Sud continue sa descente à l'enfer. Ça, c'est pour d'autres raisons, notamment la chute des prix des matières premières. C'est se rendre compte, justement, le ralentissement de l'économie chinoise jusqu'où... vous faites le lien entre... C'est entre autres, parce que un des liens entre l'Afrique du Sud et la Chine, c'était l'exportation des matières premières. Et je pense aussi que la contraction de la demande mondiale sur un certain nombre de produits dont l'Afrique du Sud est un des meilleurs producteurs font que ça a des répercussions sur son économie. Donc là, il n'y a pas de miracle. Donc, je disais, si on revient sur la question, on ne peut pas parler de gagnant-gagnant lorsque les termes ne sont pas équilibrés. On est dans une relation gagnant-gagnant si je vous offre quelque chose et que vous m'offrez quelque chose. Mais si vous m'apportez tout, moi, je ne vous donne rien en échange. C'est quoi le gain? Mais il faut juste reconnaître que la Chine a trouvé un moyen assez subtil de pouvoir se vendre aux pays africains. C'est offrir à peu près des projets clés en main. On vous construit un pont, on apporte le financement, etc. Donc ça, c'est bien. Mais il faut aussi reconnaître qu'il faudra que les citoyens de ces pays africains soient extrêmement vigilants. Parce que rien n'est gratuit, ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Et il faut s'assurer maintenant que ces prêts qui seront payés par les générations futures, présentes et à venir, il faut s'assurer que ce sont des prêts qui ont été correctement utilisés pour ne pas hypothéquer l'avenir des peuples de ces pays africains. Alors, en termes de gagnant-gagnant, tout est relatif. Ça dépend de ce que chacun cherche. Si je voulais une route, qu'il me la donne au prix négocié, encore je ne sais pas si c'est réellement négocié, j'ai gagné la route que je voulais. Ils ont eu le marché qu'ils voulaient. Mais là où les pays d'Afrique restent perdants, c'est que tout cela ne s'accompagne pas d'un réel transfert de technologie. Voilà, je voulais embrayer sur cette question, qui est de savoir si le gagnant-gagnant ne va pas jusqu'au transfert de technologie. Pourquoi les Africains ne font pas pression pour avoir un peu plus de transfert de technologie pour vendre des produits légèrement transformés? Les Africains, comme vous les prenez comme en bloc, ne le peuvent pas parce qu'ils ne sont pas en bloc, justement. Ce sont des pays diversement constitués, de forces inégales et d'influence inégale sur le terrain. La terminologie appropriée serait de dire les Afriques plutôt que l'Afrique. Les pays d'Afrique. Voilà. Les pays d'Afrique. Donc ça, on n'y est pas encore. Mais est-ce que deuxièmement, laissez-moi finir pour une fois. Allez-y, je vous écoute. Vous m'avez posé une question, laissez-moi finir. Sur le transfert des technologies, je vous disais, on ne peut pas être dans une relation équilibrée si aussi les échanges ne se font pas dans les deux sens. Rappelez-vous de cette histoire d'Airbus qui veut produire un certain nombre de ces composants en Chine. Et la Chine a imposé qu'une partie de ces composants, les Européens puissent lui transférer la technologie. Hein, c'était une commande de plusieurs avions qui vont être construits, montés là-bas. Et la Chine a exigé qu'une partie soit faite sur place pour le transfert de technologie. Alors, si les pays d'Afrique qui reçoivent justement ces projets chinois étaient en position plus forte qu'ils ne le sont aujourd'hui, ils exigeraient en partie que les ouvrages faits par la Chine soit accompagné au moins partiellement par un transfert de technologie. D'où peut-être l'urgence de négocier en bloc que d'aller en relation bilatérale. C'est pas demain la veille. Donc ça, on n'y est pas encore. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Quand je vois justement la manière dont se font les sommets Chine-Afrique, dont le dernier était en Afrique du Sud, quand je vois comment les pays africains ont de la peine à se mettre ensemble sur un certain nombre d'éléments essentiels au sein de l'Union africaine, dont le siège a été offert par la Chine, vous comprenez bien, je ne me fais pas d'illusions à ce niveau, mais je pense qu'il y a des petits pas qui peuvent être franchis pour le moment. L'une est
critique que les Occidentaux formulent à l'égard de l'appétit chinois en Afrique, c'est qu'ils se drapent d'un néocolonialisme. Est-ce que vous avez ce même regard? La présence massive des citoyens chinois. Parce que ça se manifeste par exemple par l'accaparement des terres et des Chinois. Bon, je ne sais pas si ça accapare des terres, c'est qu'ils doivent les négocier. Alors, Oui. il faut savoir dans quelles conditions ils les négocient. Le rapport de force, souvent déséquilibré. Ça cause. C'est souvent des gouvernements qui leur permettent d'avoir des concessions aussi immenses sous diverses formes. On peut aller du bail amphithéotique à d'autres formes qui leur permettent d'exploiter ces terres. Et vous savez que c'est un des éléments qui ont coûté la présidence au président malgache Marc Ravalomanan, parce qu'il avait ouvert, il avait permis que des firmes étrangères aient des terres, alors que cela est tout simplement inconcevable dans la culture malgache. Ça lui a valu, ce n'est pas le seul élément, mais c'est un des éléments qui lui ont coûté l'affection du peuple. Donc je disais, c'est tout à fait normal qu'un pays dans une position aussi puissante veuille accompagner sa présence en terre étrangère par la présence de ses citoyens. C'est aussi le symbole. Donc ne le reprochez pas aux Chinois. On a vu les Américains, il y a des choses sur lesquelles les Américains vous disent « nous venons avec nos gens ». Lorsque vous êtes en coopération avec un certain nombre d'institutions comme l'Union européenne, il y a des choses, ils vous disent c'est comme ça, ce sont nos gens qui viennent. Donc à la limite, c'est dans ces termes, le mot qu'on utilisait il y a une trentaine d'années, les termes d'échange. La détérioration des termes de l'échange. C'est quels échanges? C'est quels échanges? Et c'est quels termes? Donc le gagnant-gagnant, c'est encore un objectif, on n'y est pas encore. Alors comment y parvenir? Non, c'est dans la mutualisation des moyens. Il revient. La mutualisation des forces au niveau du continent. Il revient justement, comme je le disais, je le déplorais tout à l'heure, il revient aux différents acteurs africains de comprendre l'urgence, pas la nécessité, mais l'urgence de se mettre ensemble et de parler d'une seule voix, au moins sur un certain nombre de points communs. Quel regard vous portez par exemple sur la politique un peu stratégique militaire de la Chine en Afrique? On le voit, la Chine s'est installée à Djibouti avec une base militaire, une autre base serait la négociation aux Seychelles. Ça veut dire que la Chine est là pour rester longtemps? Écoutez, vous pensez que vous dépensez 200 milliards en termes d'échanges avec des pays pour regarder seulement leurs yeux? C'est une question d'intérêt, c'est ça le principe même des relations internationales. C'est une question d'intérêt. Alors, ils vont être voisins de la base française et de la base américaine à Djibouti. Et vous savez que ce sont des bases qui se louent à peu près à une trentaine de millions de dollars, euros par an. Alors, il faut savoir ce que la Chine offre derrière. Donc, c'est ce que je vous disais. À des moments, lorsque vous analysez un certain nombre de points, il faut enlever le côté sentimental et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à des situations pareilles. Alors, si aussi longtemps que, justement, comme nous sommes en train de le dire, les acteurs africains, et là je dis tous les acteurs, pas seulement les politiques, mais aussi les acteurs sociaux, ne comprennent pas qu'il faut enclencher un autre mouvement qui permette une union d'action et de discours sur des points essentiels, vous comprenez bien que le gagnant-gagnant restera en rêve. 93% des recettes d'exportation des recettes d'exportation du Nigeria sont réalisées grâce aux ventes de pétrole. Il y a, on va dire, une absence de diversification de l'économie sur le continent. Et il y a cette dépendance également vis-à-vis de la Chine, par exemple. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, le ralentissement de l'économie chinoise a des répercussions sur le Grand Nigeria, première puissance du continent, et également sur l'Afrique du Sud. Mais sur le monde entier, parce que beaucoup de pays, je pense que l'Allemagne exporte 7% des exportations allemandes allaient en Chine. Donc ça veut dire que si la Chine éternue, écoutez, jusqu'en Allemagne, l'onde de choc se fait ressentir. Donc le ralentissement de l'économie chinoise, c'est une réalité.
a bloqué, a tout de même eu des répercussions plutôt négatives sur le commerce international. C'était un grand importateur de matières premières et c'était un grand exportateur, un grand consommateur. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est maintenant, vous savez que le FMI a vite fait de voir comment il faut aider les pays africains qui exportaient vers la Chine. Et alors ça pose une question fondamentale, celle de la diversification des économies. Regardez, alors, quels sont les secteurs dans lesquels les Africains pourraient se lancer, par exemple, pour diversifier? Une fois de plus, les Africains, ce n'est pas en bloc, ça dépend des pays. Le Nigeria, c'est un pays extrêmement diversifié. Il faut justement organiser les choses pour que l'appareil économique tourne dans son entièreté. Et un des défis du Nigeria, c'est pouvoir avoir de l'énergie, disposer d'énergie. Alors quand vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas franchir un certain nombre d'obstacles. Deuxièmement, pour le Nigeria encore, qui est un grand exportateur de brut, il n'y a pas d'industrie de transformation. Le Nigeria exporte du brut, importe l'essence, le carburant. Donc, comment est-ce que, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, comment il faut arriver à créer de la valeur ajoutée sur place. Alors, beaucoup de pays africains ont ce problème, c'est que ce sont des exportateurs davantage de matières premières que de créateurs de valeur ajoutée chez eux. Et c'est ça, c'est ce paradigme qu'il faut revoir, qu'il faut changer. Alors, il y aura toujours des résistances. Mais je pense que la manière dont la dynamique internationale est en train de se faire, la hausse du coût unitaire du facteur de travail, de production en Chine, fera nécessairement déplacer le centre de production. Donc l'Afrique sera la prochaine usine du monde? Ce n'est pas exclu. Il y a des pays africains, en tout cas, qui s'y prêtent, qui s'y préparent, qui y travaillent. Notamment... Donc demain, si cela arrivait, il ne faut pas s'en étonner. Alors, les risques à terme dans les relations sino-africaines, c'est par exemple le fait que les Chinois ne font pas trop de cas des violations des droits de l'homme, de tout ce qui est bonne gouvernance. Est-ce que ça, c'est de nature... Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est parce que juste la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité que ça pèse. Parce que la politique mondiale... Mais ça ne vous gêne pas qu'un grand pays comme la Chine, qui a des intérêts manifestes sur le continent, n'exige pas de respect de droits humains en retour, comme les Occidentaux ont l'habitude de le faire? Pourquoi est-ce que ce que les Occidentaux feraient serait mieux que ce que fait la Chine seulement? Même la plus belle fille, elle ne donne que ce qu'elle a. Est-ce que les valeurs que porte la Chine sont celles qu'elle peut demander en contrepartie aux pays d'Afrique? C'est là la question. Merci à vous, cher Freddy Nkouroukié, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de mission au Centre pour le dialogue humanitaire et vous êtes économiste de formation. C'est donc la fin de ce numéro de décryptage. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.